Waouh. C'est toujours faire des petites citations maintenant. Ça fait délire. 20e épisode de Ciné. On verra. Est-ce qu'on est dans les temps? Non. mais voilà. Et je veux te faire écouter une petite musique que j'ai composée. Je la mettrai en montage pour que ça passe mieux. Mais voilà, je te propose cette petite musique. J'ai les vins, le contre le pinard et la peloche qui parlent de films comme des dieux. Je sais pas quoi aller voir au cinéma. Ils ne spoilent rien, tant mieux. Ils ont des goûts extra. Elle aime l'amour, les tripes qui dégoulinent. Leur amour comme un épif. Ils boivent, mais pas trop. Ils boivent, mais pas trop. Ils boivent, mais pas trop. Tous les 20 jours en théorie. Tous les 20 jours en théorie. Tous les 20 jours en théorie. T'as fait ça avec une IA? C'est trop bien. Ça fait un peu longtemps, mais j'aime bien le refrain. Il boit, mais pas trop. Oh, faudrait que tu me l'envoies. Ouais, je te l'envoie, mais je voulais voir ta tête pendant l'enregistrement. Ouais. Donc voilà, on est parti pour un nouvel épisode. Ouais, ben on va parler de Civil War de Alex Garland, on va parler de When Evil Lurk de Ronya, Ronya, ouais, Damian Ronya. on va parler de Furiosa de George Miller, et après moi je vais parler de Challengers de Luca Guadagnino, et toi tu vas parler du dernier Dupieux, Ouais, deuxième acte, c'est ça. Et ensuite pour les films du passé, moi je vais vous parler de Vanishing Point, et toi de La Classe américaine. Et j'ai pas dit les réalisateurs, mais Vanishing Point, c'est. J'ai déjà oublié, j'ai regardé. Sarafian, je crois, Richard Sarafian. Okay. Et toi, du coup, c'est Hazanavicius et un autre monsieur. C'est un autre monsieur. Ça roule. Et pour le vin, on vous propose un coteau du Génois qui s'appelle la Bohème. Du coup, voilà, je crois que c'est un Sauvignon assez minéral. Ça va être très bien pour quand il fait chaud, ça. Bravo à toi. Ça, on l'a pas encore goûté, mais voilà. Moi, j'ai goûté et il est très très sympa. Ok. Ouais, je pense que j'ai préféré. Je pense aussi, ouais, vas-y. Civil War du coup de Alex Garland nous parle d'une petite équipe de photoreporters, de guerre, qui ont l'habitude de parcourir le monde pour photographier toutes les grandes guerres de la planète, sauf que cette fois-ci c'est aux États-Unis, c'est dans leur propre pays qui a une guerre civile. Et du coup, entre d'un côté les forces de l'Ouest qui sont le Texas et la Californie, et on sent que les forces de l'Ouest gagnent du terrain et vont jusqu'à Washington pour buter le président. Et donc notre petite troupe de photoreporters veut arriver au moment où veut être là au moment pour capter les images de la prise de Washington. Et donc ça va être un peu un road trip à travers entre New York et Washington. Donc à travers plein d'Amériques différentes finalement, alors que c'est pas si loin que ça les deux villes, mais on. Ouais. Juste préciser ça. Ouais, ils ont une histoire là-dessus, hein, les Américains. Ouais, ils disent pas d'ailleurs The Second Civil War par moment. Enfin, ils disent pas, Ah, peut-être, ouais. Donc voilà, et donc on va parcourir plein d'Amériques différentes finalement. Entre New York et Washington jusqu'à ce dernier acte à Washington. Et bah voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai pas dit, mais du coup on va suivre surtout 4 personnages différents. Il va y avoir Lee Miller qui est un peu la photographe star, qui est on va dire peut-être dans l'histoire du film la plus grande photoreporter au monde, avec son assistant. Enfin, on sait jamais de quel est son rôle, moi je dis que c'est son assistant, mais quelqu'un qui est là toujours pour l'épauler, quoi. Et un vieux journaliste qui monte dans la voiture avec eux, et une très jeune journaliste, enfin presque une ado. Une journaliste en fait. Ouais, une aspirante journaliste qui arrive à monter dans la voiture un peu, alors que Lee Miller, du coup, qui est joué par Kirsten Dunst, ne voulait pas à la base.
Et voilà, tout ce petit monde va avoir plein d'aventures du coup pendant ce road trip. Et moi je trouve ça assez dingo. Déjà, je trouve qu'il y a une puissance symbolique des images. Ils sont allés assez loin, du coup, j'imagine, en termes de budget et tout, pour que le film soit vraiment impressionnant. C'est le plus gros budget de A24. Ouais. Puis Garland, il sait maîtriser sa caméra et il sait faire en sorte qu'il y ait un effet waouh en fait à chaque fois qu'il va se passer quelque chose. Et ouais, je trouve que ce film est surtout très intéressant au niveau de l'image et de la question du pouvoir des images et du photojournalisme en fait. Ça remet en question pas mal de choses. Enfin, ça pose plus que ça pose la question de, par exemple, quand est-ce qu'on prend une photo, quand quelque chose d'horrible se passe devant nous, dès le début, ça va commencer par une bombe qui explose, un attentat dans New York. Et il y a vraiment ce questionnement sur le pouvoir des images et sur, à un moment de cet attentat à la bombe, est-ce qu'il faut prendre une photo en fait ? Et quelle est la morale derrière ? Est-ce que à quel niveau tu mets ta morale de il y a des gens qui sont en train d'agosiner devant toi. Est-ce que tu vas les aider ? Est-ce que tu prends la photo ? Et voilà, est-ce que et ils vont se la poser plusieurs fois cette question-là, ils vont même essayer de l'éluder par moment et tout. Et ouais, je trouve ça vachement intéressant. Je trouve les acteurs assez dingos, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Kirsten Dunst. Ouais. Et j'aime beaucoup aussi son compagnon qui est joué par. Enfin, son compagnon, son assistant du coup, qui est joué par Wagner Moura. Et Wagner Moura que vous connaissez notamment pour avoir joué Pablo Escobar dans la série Narcos. Et il a une sorte de regard fou, ce mec. Lui, c'est vraiment le mec qui. C'est son shot d'adrénaline d'être sous les balles, vraiment d'être dans l'action. Et il a une sorte de folie dans le regard. Je trouve que l'acteur arrive vraiment à transmettre ça. Donc voilà, moi, c'est vraiment un film qui m'a beaucoup plu. Et qui arrive à. Je trouve qu'il arrive à se renouveler déjà par les rencontres qu'ils vont faire. Au fil de leur road trip. Il y a notamment des scènes de tension assez dingo avec un soldat avec des lunettes roses. Et voilà, il y a vraiment un truc aussi de. Finalement, on sait jamais en fait, à chaque fois qu'ils croisent des militaires, on sait jamais dans quel camp ils sont. On va jamais se poser la question de la politique, de pourquoi le Texas et la Californie font sécession. On va jamais se poser ces questions-là. On est juste au milieu d'une guerre civile, on sait pas pourquoi elle a lieu, avec un camp qui veut buter le président de l'autre. Et voilà, et même à chaque fois qu'on rencontre un soldat, on sait pas dans quel camp il est. Même quand à un moment il pose la question à des soldats qui se tirent entre eux avec une scène de sniper, et eux-mêmes ne savent pas si la personne qui leur tire dessus est quelqu'un du camp adverse. Et donc voilà, ça va brouiller les pistes, et en fait ça va permettre de montrer un peu l'horreur de la guerre, on n'est pas en train de dire qu'un camp c'est des gentils, un camp c'est des méchants. Tous les soldats sont mis à peu près à un niveau d'égalité et ils vont tous subir la guerre de la même façon. Donc ouais, moi je trouve que c'est un très très bon film et je trouve que ouais, en plus il y a quelque chose de vraiment très intéressant, c'est qu'est-ce que tu fais ? Il y a un truc, moi je trouve que ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit les photos qu'ils prennent. À chaque fois qu'ils prennent une photo, ça va faire un freeze frame on voit l'image qu'ils ont prise. Et bordel, moi qui suis photographe, qu'est-ce que c'est excitant de voir ça, du coup le côté jusqu'où ils vont aller pour prendre la photo. Et à chaque fois on voit la photo qui est le résultat de leur folie et de quand des fois ils plongent ils plongent un moment pour une fusillade juste pour avoir un cliché, et le réalisateur du coup nous montre ce cliché là, et ça je trouve ça très très cool et très excitant. Donc voilà, beaucoup aimé Civil War. Annihilation.
Kirsten Dunst. Ah ouais. J'aurais même aimé que ce soit l'inverse. Ça roule. When Evil Lurk. When Evil Vas-y, Lurk. commence, parce que Ah moi, ouais j'ai des choses à... Vas-y. Alors, When Evil Lurk de Damian Rogna. Ryan Rogna, ouais. On suit l'histoire de deux frangins. Deux frères, deux fauves. Ouais, putain, j'avais. Trop dans le cerveau. Qui sont genre fermiers dans un petit village d'Argentine, jusqu'au jour où on apprend qu'il y a un possédé dans le village. Un possédé, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui renferme un démon. Et on va apprendre petit à petit qu'il y a plein de règles avec les possédés, et dont la plus importante, ne pas les tuer, notamment avec des armes à feu. Et voilà, les possédés le possédé va petit à petit un peu prendre le contrôle des gens, et créer un climat de violence, et notamment s'attaquer à ces deux frères et à leur entourage. Et ça va créer des scènes bien gore, bien dégueulasses. Voilà, je sais pas si je vais dire plus sur le scénario. Non, c'est un film assez dingo. Assez dingo sur sa violence, justement, qui est une violence très brute, très soudaine, et très. Des fois, tu l'attends pas, quoi. Des fois, ils te la font monter. Je pense notamment à une scène avec un chien où tu sais que ça va mal finir. Ouais. La scène de la hache, pour rester fou, en vrai, il y a Oui. un personnage qui met en garde l'autre. Hein. Ouais.
Mais C'est jumpscare, ça, non, non, il n'y a pas de jumpscare, mais une violence très très brute et des corps qui prennent cher, quoi. Il y a, il y a des haches dans des corps, il y a des, il y a, plein de il trucs dans les corps. y a Hein. des voitures dans des Des corps, canines, il y a des marteaux il dans y a des des corps. corps dans des corps. Ah ouais, ah, ouais. Non, c'est bien dégueu et c'est assez impressionnant d'ailleurs le travail ouais, sur la plastique, sur le corps, sur la destruction des corps, c'est assez horrible. Déjà, ça commence par un mec découpé en deux Enfin, il et trouve ouais, un demi-corps. un demi-corps. Et c'est bien dégueulasse, notamment putain, le possédé. Je sais pas comment ils ont fait ça, mais ça devait être une galère de maquillage et de. En fait, Non, mais ouais, du coup, je pense que tu auras une meilleure analyse, donc je vais te laisser parler. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai trouvé ça bien dégueu.
Un peu comme le CNC comme le français, quoi. CNC. Ouais. Tu rigoles, toi, de Vanceau? Bah oui. Bah, c'est trop court, c'est du grand guignol. Ah ouais, je suis horrifié par ça, moi. Oui, d'accord, mais J'ai vu que le 1. Ouais. j'espère qu'on a été concis. Diverti. Bah, let's go sur Furiosa. Furiosa. Bah, vas-y, je pense Ouais. t'as préféré. Je suis celui qui a préféré.
intéressant que Fury Road. Et je vous emmerde, voilà. Si on va dans ce genre d'argument, vraiment, je n'aime pas du tout. Oui, ouais, ou les Warboys. Les Warboys, voilà, c'est un film suicidaire.
Il y a même des moments où il n'y a pas du tout de musique. Enfin, la plupart du temps, il n'y a vraiment pas du tout de musique, même dans les scènes d'action, hein. Ouais. Ou alors juste un tambour. Ouais, bah. Alors, avant tout, c'est un très bon film, allez le voir. Mais moi, je peux pas m'empêcher d'être déçu à plusieurs niveaux en fait. Déjà, bon, je pense que t'as raison, peut-être que j'y allais avec des attentes de retrouver Fury Road. Et au final, ce n'est pas Fury Road, ça n'a pas cette fièvre. Mais du coup, moi, ça m'a vraiment manqué cette fièvre, cette folie qu'il y avait dans Fury Road. Je l'ai pas retrouvé là dans Furiosa. Et je pense que c'est notamment aussi une question de rythme. Je le trouve assez mal rythmé, le film. Et je sais pas si c'est une question de découpage ou de montage, mais je trouve que ouais, je retrouve jamais ce rythme et cette folie. Je vais forcément devoir le comparer à Fury Road, hein, mais qu'il y avait dans Fury Road. Et voilà, et tu parlais de comment Anya Taylor-Joy va devenir un mythe, enfin comment Furiosa va devenir un mythe. Pareil, à aucun moment je vois ce mythe se créer, et à aucun moment il me l'iconise, ou alors vraiment à la toute fin, je trouve ça un peu artificiel, mais je trouve que là où dans Fury Road, t'avais quasiment besoin de rien pour comprendre plein de choses sur Furiosa. Tu vois qu'elle a un bras en moins, donc tu t'imagines qu'elle a vécu des trucs horribles. Le fait que ce bras soit très métallique, avec des boulons et tout, du coup tu vois un rapport à la machinerie, à la machine, à la mécanique et tout. Je trouve que en, en très peu d'indices, on comprend tellement de choses sur Furiosa dans Fury Road. Et là, je trouve que c'est assez lourdeau en fait d'essayer de tout m'expliquer et de le faire sur si longtemps et que ce voilà, je trouve qu'il y a moins de légèreté dans l'écriture, il y a moins de subtilité. Et ouais, non, je trouve qu'il y a beaucoup de scènes qui fonctionnent pas, notamment ça commence par bah, du coup une scène de poursuite en moto. Bah bordel, je la trouve vraiment mal montée cette scène, hein. Toute cette partie là, je trouve que il aurait pu en faire quelque chose de tellement je sais pas, tellement stylé que et là je me retrouve avec quelque chose qui n'a pas de rythme en fait. D'accord. D'accord, c'est juste que c'est pas un rythme de course-poursuite, c'est une snipeuse, donc elle va les avoir au fur et à mesure. Ouais, mais C'est une autre forme d'action. non, mais je sais, mais je dis pas qu'il faut que ce soit rapide, c'est pas ça. Euh, je suis désolé, j'ai pas les arguments qui me viennent. Mais non, c'est pas une question de rapidité pour moi, c'est une question de rythme et de montage, de nous faire ressentir les choses au bon moment, de nous faire impacter au bon moment, notamment. Enfin, ça va se finir par. Bon, bah, c'est dans le scénario, enfin, c'est dans le pitch, donc je vais vous spoiler, mais c'est donc, la mort de la mère d'Anna Taylor-Joy. À aucun moment dans cette scène-là, je ressens la détresse ou l'impact en fait de voir la mère mourir. Je trouve que c'est fait de. Enfin, j'ai perdu mes mots. Non, je trouve qu'il y a, ouais, il y a un problème de rythme dans cette scène et en fait là c'est juste un exemple qui va. Mais je trouve que ça se répète quand même à beaucoup de moments et à beaucoup de moments ouais, je trouve que le film est un peu lourdeau.
Tu vois, Mm. enfin, genre, il y a. Je pense que c'est dans cette envie-là. Ok. Dans le désert, pourtant. Ah non, mais effectivement, peut-être que la froideur vient de là. Après, est-ce que c'est valable ou pas comme argument, je sais pas. Mais... Non mais voilà, après moi il y a des trucs que j'ai beaucoup aimé, hein. Déjà j'aime beaucoup Chris Hemsworth qui joue Dementus. Ils lui ont foutu un énorme pif sur la gueule, c'est trop drôle et ça marche trop bien. Je trouve qu'il devrait se le faire pour tout le temps, il devrait le garder ce nez, ça lui va bien. Non, il est très drôle Chris Hemsworth, on le savait déjà avec Ragnarok, il a un très bon tempo comique. Et là ça crée un personnage ouais, qui kiffe les Badlands en fait. C'est un qui est là dans cet univers de folie. Lui, c'est son monde et c'est ce et il adore ça en fait. Il adore tuer des gens. Et il y a un truc qui est assez rigolo avec ce personnage qui juste qui juste aime, enfin, qui embrasse cette folie du désert. Il est attachant. Ouais, exactement. Ouais. Non mais voilà voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, Anya Taylor-Joy, j'ai un petit peu plus du mal. Je trouve que bon, j'imagine qu'ils l'ont pris pour son regard parce que je pense pas qu'Anya Taylor-Joy soit une très bonne actrice, mais elle a un sacré regard qui je pense qu'elle peut tuer quelqu'un juste en le regardant avec un regard noir. Non, elle a vraiment des yeux très, enfin en plus là ils lui ont mis des yeux très clairs et et je trouve que ça fonctionne bien. Après, elle a pas la même physicalité que Charlize Theron, mais bon ça c'est limite. Enfin, c'est une crevette quoi, Anya Taylor-Joy. Oui, oui. Elle fait, 50 kilos tout mouillé. Là où quand tu vois Furiosa dans, euh, dans Fury Road, t'as pas envie de te prendre une baigne d'elle quoi. Elle est pas si musclée que ça, hein, non plus, Charlize Theron. Non, mais en fait, je pense que au-delà de juste la musculature, il y a vraiment la capacité à un acteur à engager son corps et bah, vraiment ouais, la physicalité de l'acteur. Et Charlize Theron, qui est une actrice de film d'action, je pense qu'elle a beaucoup plus l'habitude que ça, que Anya Taylor-Joy, qui n'a jamais fait de film d'action, ou si peut-être, je sais plus. Je suis pas, je te dirais que non aussi. Mais bon, c'est moins son métier, quoi. Et je trouve que ça se ressent un peu. Mais bon, après, c'est pas c'est pas le plus gros défaut du film. Non, mais voilà, moi je trouve que. Bon, encore une fois, c'est un très bon film, hein, mais voilà, moi je suis resté un peu sur ma faim. Mais je perds pas espoir et j'attends Mad Max 5. Ouais, elle est assez dingue. Franchement, bah, veut s'enfuir quoi à la base, Ouais, non? sans
Un jeu de mots voiture. Ouais, mais en même temps, il y a Oui, ouais, fort. c'est un des seuls d'ailleurs. Un des seuls de plus de 80 ans à. Bah, là, à Cannes, en tout cas, il semblerait que ce soit le seul de cette génération-là à avoir. C'est quoi déjà le Scorsese? Killer of the Flower. Ah oui, c'est vrai. Ah bah tiens. Oh, je m'étais un peu fait chier, j'avoue. Mais je Et si vous l'avez pas vu, voyez 3000 ans à t'attendre, qui était Bien sûr, ouais. son dernier film que je pense vraiment pas grand monde a vu, et qui était une petite dinguerie, hein, Ouais. qui était vraiment très très cool. Où il commence déjà à se poser la question. Ouais. Ouais. Lui, il- Mais il vit sa best life, hein. Hollywood va de plus en plus mal, mais lui, il fait oh non, l'art continuera d'exister, c'est bon, on est ensemble, limite. C'est ça, Mm. il est dans son truc. Bon, voilà. Bah, vas-y, tu peux aller sur. Sur Challengers. Ouais. Et bah c'est parti. Alors Challengers, on suit l'histoire d'un triangle amoureux, hein, entre deux tennisman et une tenniswoman. Et ça va être une histoire un peu alternée entre le présent où il va y avoir un petit championnat de seconde zone, genre vraiment un truc régional de tennis, où les deux anciens amis vont s'affronter. Et en parallèle, on va voir toute leur histoire de comment ils étaient amis avant, comment ils ont rencontré du coup Tashi, qui est joué par Zendaya, et comment ça, ouais, voilà, toute leur histoire, et on va comprendre petit à petit pourquoi ce petit championnat de seconde zone finalement a un enjeu extrêmement grand, parce que vraiment tout le film va nous raconter pourquoi ce duel final a un enjeu très grand. Et c'est un film assez dingo. Moi je connais pas du tout Luca Guadagnino, j'ai pas vu Call Me By Your Name et tout. Ça m'a jamais très intéressé son cinéma. Et là, je sais pas, je me suis laissé tenter. Et bah, c'est vachement bien en fait. Le mec, il a vraiment un savoir-faire du cadre et du montage. Tu sens qu'il s'amuse. Tu sens qu'il expérimente aussi, notamment avec ces scènes de matchs de tennis où des fois, tu as des caméras embarquées
dans la raquette ou alors dans la balle de tennis, où vraiment c'est comme si les acteurs se renvoyaient la caméra à chaque coup. C'est assez rigolo et assez impressionnant. Mais le sujet le plus important, c'est vraiment ce triangle amoureux et toute son évolution. Du coup, on va suivre les acteurs quand ils ont au début, je sais pas moi, on va dire 18-19 ans, où ils sont très jeunes et ils sont encore étudiants, jusqu'à leur trentaine. Donc ça va se passer, on va dire, sur une douzaine d'années, quoi, quelque chose comme ça. Et bah, le triangle amoureux fonctionne super bien. Il y a une tension sexuelle assez dingo pendant tout le long du film. Et déjà entre les deux acteurs, parce que les deux mecs tombent chacun amoureux de Zendaya, mais aussi il y a un peu une tension sexuelle entre les deux mecs, et donc ça fait un vrai triangle, et pas juste deux personnes qui sont amoureux de la même meuf. Non, c'est vraiment très cool. Il y a presque un truc de voyeuriste en fait, d'observer ces relations. Et c'est très kiffant, c'est très excitant. Notamment, enfin, il y a même quelque chose d'assez rigolo en fait. Moi, je me suis pas mal marré devant le film. Euh, Via ce truc de voyeuriste où on va rentrer dans leur intimité. Et au début, c'est juste des étudiants très cons qui sont tombés croque-love de Zendaya. Et ça crée des scènes très drôles. Non, ouais, c'est un film que j'aime beaucoup. Et voilà, allez voir, c'est vraiment une petite pépite. Et la musique est assez dingue, la musique est vraiment un élément central, qui est une musique très électronique, et qui, genre, des fois va se lancer au milieu d'une conversation, tu sais pas pourquoi. D'un coup, t'as un gros boum 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 qui se lance, c'est assez rigolo. Mais en fait, c'est surprenant, mais je pense que c'est vraiment le réalisateur qui nous influence via sa musique en fait. Il va nous quand il met un gros boom en plein milieu d'une conversation, c'est pour nous dire là la tension commence maintenant, le vrai enjeu de la conversation commence maintenant et c'est très cool. Donc voilà, Challengers de Luca Guadagnino.
Waouh. Vanishing Point. Ok, j'y vais. Vas-y. Allez, comme ça on entend parler longtemps. J'adore. Kowalski. Ouais, ski, ouais, je savais que c'était un bon. Soixante et onze. 60. Tout seul. Oui. Parce qu'il aurait le temps de la rendre en fait. Oui, parce qu'il a 3 jours pour l'amener, mais lui il s'est dit, oh, je vais le faire en 15 heures. C'est ça. Donc tout. Girl number one, girl number two. Ah, tu l'avais vu aussi? Ouais, j'ai vu. Ah, incroyable. Une leçon. Mais bah, après, ça va aussi avec ces films-là. On en apprend un peu petit à petit au cours du film, quoi.
Ouais, bah du coup, moi je voulais en parler parce que Mad Max, et que ce film-là, il a quand même pas mal influencé Mad Max. Il est sorti en du coup 71 et Mad Max doit être 78, je crois, j'avais checké, ou 77, je sais plus. Ouais, c'est pas 80, ouais. Non, faut- Fin 70, pardon. Non, mais du coup, ouais, c'est parce qu'on retrouve du coup, comme tu le disais, ces grands espaces, ces grandes prairies, ces routes toutes droites qui sont vraiment typiques des États-Unis et qui ne finissent Il jamais. n'y a pas d'horizon, Voilà. ce qui est métaphoriquement. Mm. Après, Et non, bah t'as tout dit. Moi, ce que j'aime vraiment dans le film, c'est son côté, ouais, complètement désespéré et mort-vivant. Il y a plus on va en apprendre sur ce personnage de Kowalski, plus on va se rendre compte qu'il a plus rien à perdre en fait. Que que voilà, son seul truc, c'est de rouler et d'aller le plus vite possible et jusqu'à ce que ça s'arrête. Et on sait que ça va s'arrêter à un moment. D'ailleurs, le film commence par un flash forward de la scène de fin. c'est un très bon début parce qu'on comprend pas trop ce qui se passe. Ouais. C'est assez agréable de plonger dans le film comme ça. Mais ça permet ça permet de nous amener la fin en fait. Quand on va revoir cette scène se reconstruire à la fin, on va comprendre que c'est le bout du chemin, que c'est le. Et non, moi j'aime beaucoup ce film-là. J'aime beaucoup ce film aussi par les rencontres qu'il va faire. Comme tu disais, c'est tous des personnages excentriques. Et il y a vraiment quelque chose de très éthéré, très surnaturel en fait, presque dans ces personnages. Enfin, aucun des personnages qu'ils rencontrent ne paraît réel. Comme si ils étaient en marge. Pardon, ils sont tous en marge de la société, mais en plus de ça, ils sont presque en marge de la réalité, où tous les dialogues vont être très éthérés, très fantomatiques, parce que aussi Kowalski est déjà mort à l'intérieur. Au fil du film, on va apprendre tout ça, notamment on sait qu'il a perdu sa femme, mais qu'il a fait la guerre du Vietnam. Enfin voilà, on va apprendre pas mal de choses. Et, et oui, comme tu disais, c'est un des films post-Vietnam en fait. C'est un des films, notamment, on parlait aussi de Taxi Driver, ce genre de film qui parle des vétérans et de la psychologie des vétérans et de ce qu'ils ont perdu, ce qu'ils ont laissé là-bas, quoi. Et en ça, c'est très joli. Il y a même une scène, je me suis renseigné parce que j'avais vu avant de revoir le film que à la base Charlotte Rampling devait être dans le film et qu'il y avait une scène à la toute fin où elle joue une autostoppeuse la nuit et il y a avec un dialogue pareil complètement fantomatique. Et moi la version que je viens de voir là aujourd'hui, j'ai vu cette scène. Toi tu me disais que toi tu l'avais pas, Non. qui est une scène du coup qui est peut-être la plus fantomatique. Et on peut comprendre que Charlotte Rampling en fait représente la mort, parce que ils se connaissent pas du tout, mais elle va dire ça fait très longtemps que je vous attendais et vous êtes enfin arrivé, quelque chose comme ça. Et donc il y a vraiment ce truc de c'est la mort qui vient qui vient l'attraper, quoi. D'ailleurs on la voit pas sortir de la voiture, elle est là que la nuit, dans la voiture, et genre le plan d'après c'est lui de jour. Qui se dirige vers sa fin, donc il y a presque quelque chose de surnaturel en fait dans ce personnage. Et non, ouais, j'aime beaucoup aussi la relation du coup, la relation avec Super Soul, Ah oui, ce passo, avec la radio, quoi. ouais, qui est le DJ avec qui ils vont échanger. Et c'est assez intéressant comment comment il se transforme en mythe, parce que il ne véhicule aucune valeur à part peut-être celle de la liberté, mais tout le monde va le construire en mythe, en héros. Et ce qui est très surprenant, et en fait on se rend compte que ouais, il y a quelque chose presque un peu punk de putain, il défie la police, il prend juste sa voiture, il roule très très vite, et du coup il y a un côté un peu punk, un peu rebelle dans cette création de mythe en fait. Notamment quand il met une perruque de cheveux roux et un Ouais. arc avec des chants écossais derrière. Ouais, Ouais, ça c'est très rebelle ça. ouais. Ouais. Je sais même pas comment répondre à ça. Non, voilà, j'aime beaucoup en fait l'ambiance globale il y a des vraies scènes d'action avec des vraies scènes de course-poursuite d'ailleurs qui sont très stylées. Notamment au début. Ouais, surtout au début. Mais en fait, pour moi, ce qui est le plus intéressant, c'est toute cette deuxième partie
presque fantomatique et je trouve ça vraiment très très cool. Et voilà, donc j'ai pas non plus grand chose à dire. Non, Si, mais pardon, vas-y. si pour finir, il y a aussi la musique qui est très importante parce que du coup il va échanger beaucoup avec ce DJ. Enfin, il va échanger. C'est le DJ qui va lui parler et comme tu le disais, il y a presque ce truc de chant contre chant. Mais du coup, le DJ va aussi passer des musiques et ce qui va permettre aussi de rythmer le film, notamment beaucoup au début et pendant les scènes de course-poursuite notamment où bah, du coup la musique sera diégétique en fait. Et, euh, et ça c'est très cool. De Deer Hunter. Non, mais non, on n'a pas parlé de The Hunter, on a parlé de Ah oui, Clint Eastwood et le canardeur. le canardeur. Ouais, bah c'est ça. Hein. Ouais, et puis Le nom est tellement nul. Oui, c'est. Et Thunder. Thunder, ouais, c'est leur surnom. Ouais. Et avec la femme nue, selon le générique de fin, bah à chaque fois il a des propositions. La classe américaine. La classe américaine. Wouh. Autre chose. Allez, vas-y, fais le résumé. Eh bien, c'est un film qui ne parle pas de Cyclisme. de cyclisme. Ouais. Non, du coup de Film ouais. qui ne parle pas de cyclisme. et de Hazanavicius et j'ai oublié l'autre. Ouais, non mais. Bon, on s'en fout, ouais. Non mais c'est pas qu'on s'en fout de l'autre, mais ça, je le dis d'avance, c'est pas moi de parler là, mais. Excusez-moi, je buvais du vin. Non, c'est du coup un film qui est un détournement d'autres films C'est genre le grand détournement, son autre nom. qui, je sais plus, il y a une quarantaine de films en tout, hein, quelque chose comme ça, Beaucoup en tout cas. Ouais. où on va suivre l'histoire de George Abitbol, qui est l'homme le plus stylé du monde, le plus classe, Oui, le plus classe du monde. le plus classe du monde. Et on apprend au début du film qu'il est mort, et on va suivre du coup des journalistes, Et Steven. voilà, et qui vont enquêter sur la vie Sa de... dernière phrase. Oui, Quel monde de merde. voilà. Qu'a-t-il voulu dire par là? Et du coup, ils vont rencontrer toutes les personnes qui ont connu George Abitbol pour un peu retracer sa vie et faire son... Je sais plus quel est le mot là, son éloge funèbre. Voilà, voilà. Plus parler du procédé que réellement de l'histoire du film. Oui, au final, On n'a pas grand intérêt de toute manière. non, bah du coup, c'est un détournement. Bah, si vous avez regardé les Mosinor ou les choses comme ça, vous savez, c'est reprendre des images de films pour les trafiquer, les remonter et les redoubler surtout. Et donc, à partir de films, raconter une toute autre histoire. Et là, on reprend des films, notamment plein de westerns, plein de trucs avec John Wayne. Bah, du coup, c'est John Wayne qui est le George Abitbol, l'homme le plus classe du monde. Il garde la logique des acteurs par personnage. Ouais.
Mais il y a Paul Newman, il y a... Président, c'est le qui a Peter Mm. Steven. Oui, ouais, c'est du coup Robert Redford, Dustin Hoffman. Bon, voilà, il y a... Jon Stewart qui apparaît aussi. Mm. Bon, voilà, beaucoup de tous les plus grands acteurs, on va dire. Voilà. Clark Gable qui a une scène de ouf. Bon, bref. Et qui donc vont chacun va interpréter des rôles à la con. Et c'est très drôle parce que ça joue sur plein d'humours différents, ça joue sur un humour de l'absurde, ça joue sur un humour de situation, ça joue sur un humour de monteur en fait, des fois. Enfin, il y a une de mes blagues préférées, c'est à chaque fois qu'ils se déplacent en voiture, ils reprennent des séquences de course-poursuite Ouais. de films, et du coup, à chaque fois, les trajets en voiture qui normalement ça devrait être très calme, sont en fait des courses-poursuites avec des voitures qui volent dans tous les sens. C'est juste qu'ils conduisent très mal en fait. Et c'est très drôle. Et il y a aussi un humour de répétition, il y a notamment une séquence qu'on va revoir plein de fois où, dans Les Hommes du Président, à un moment où... Alors j'ai pas vu le film, mais à un moment il y a Dustin Hoffman et Robert Redford qui courent à travers la salle de rédaction. Et du coup, j'imagine que dans le film... Voilà, et j'imagine que dans le film, c'est parce qu'ils viennent d'apprendre un truc incroyable et qu'il y a une certaine tension. Sauf que là, la première fois qu'ils le font, c'est pour dire que les shots sont bouchés. Et après, on va la revoir plein d'autres fois. Et c'est dire qu'ils veulent prendre leur après-midi pour pouvoir baiser. Non, du coup, c'est très drôle. Non, mais voilà, j'ai pas non plus grand chose à dire. Je te relancerai de toute façon, parce qu'on va aller sur Azanavicius. Je trouve que c'est un générateur à phrases cultes incroyable. Il a sorti un bouquin avec les dialogues. Bah voilà, non mais c'est... Enfin, tout le monde a déjà entendu je suis limite nervous breakdown ou... On va manger des chips. ou même la Wish Lorraine ou dire un film au lieu d'un film. Même la phrase pas mal, non, c'est français. Oui, bah ouais. C'est un mime de ouf. Bah, de ouf. Non, c'est... Et qui revient d'ailleurs vachement en ce moment, je trouve. Non, c'est très très drôle. Et ouais, si j'ai juste une petite limite, c'est que je trouve le dispositif, il s'essouffle un peu. Surtout dans la deuxième moitié, où je me dis... Bon, alors il est très court le film, il fait genre 1h10, mais pour moi il y a des petites longueurs quand même. Mais franchement c'est tout, c'est très drôle. Ouais, franchement, je crois que j'ai toujours pas compris le scénario. Enfin, dans les grandes lignes, mais les personnages, de savoir qui a fait quoi et tout, je comprends rien. Bon, en même temps, on s'en branle un peu. Hein, ouais. Dans une bonne auberge, sauf qu'en fait, comme il bug un peu à la fin de sa phrase, je sais plus quel acteur, ils font bonne auberge, comme ça. À chaque fois qu'ils disent auberge, après, ils disent auberge, comme ça.
D'ailleurs, pour faire la boucle, il y a aussi Mad Max dans la classe américaine. Ah ouais? Ouais. C'est à quel moment? À la toute fin. Ah putain, oui, oui, oui. Ok, je savais pas. L'accident de voiture. Oui, 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 bon, je vais pas le dire, mais bon, est-ce que spoiler la classe américaine, Hmm. vraiment, c'est vraiment. Oui, puis des accidents de voiture, il y en a à chaque fois qui prennent la voiture, donc. Juste la radio, il fait oh non, pas lui. Comme ça, c'est. C'était bien de la merde. Voilà. Déjà une connaissance Bah ouais. des époques. Un Et amour aussi un de. amour. Tu peux pas encadrer les nazis, mais c'est un truc qui va.
acteurs. Oui, parce que c'est Ouais, non, ils font là. parce qu'ils arrêtent pas de répéter, je suis pas pédé. C'est ça, Salut les PD, bonne bourre. C'est tellement violent. Mais c'est plus effectivement pour se moquer de l'imagerie de ces grands acteurs. Ok. Ça se regarde. Bah moi la première fois que je l'ai vu, c'était avec toi et une autre pote et un bingo, enfin un jeu à boire quoi. Je sais plus ce qu'on avait mis dans le bingo, mais À chaque fois qu'il y a une blague offensante, à chaque fois que Georges ait des. Enfin, il y a plein de trucs, quoi. voilà. Et j'ai fini très bourré à cette soirée. C'est vrai. Et là, on est. Et pour les gens qui disent on peut plus rien dire, aujourd'hui c'est. C'est quoi, c'est les, La réponse est les ouais. dinosaures partouzeurs de Ouais, droite ou après, ça encore, voilà. Mais, toi. ce qui fait poser la question de pourquoi il y a des dinosaures qui pop au milieu de ce film. Tout à fait, ouais. Mais il y a d'autres questions qu'on peut se poser. Tu veux dire. De ce film, pardon. Ouais. Il y a une soucoupe volante aussi à un moment. C'est ce que j'allais dire, ouais. Mais- Ouais, c'est un sacré travail de montage quand même. Ouais. Faut réussir à créer de l'humour, du tempo comique à partir de films déjà montés, déjà réalisés, enfin pour pour les casser, les remonter, enfin c'est non, c'est un gros travail. Ouais. Ouais, La classe américaine. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, je trouve ça presque étonnant que ce soit le seul film de grand détournement ou Bah, il peut-être en que a fait un avant. parce qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de petits passages. Genre, moi, je regardais à l'époque de Coréus, je regardais les Mosinor. Donc, je vous parle d'une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais oui, c'était des détournements de gros films d'action
C'était très drôle. Mais je crois pas qu'il y ait d'autres longs métrages comme ça. Ah, je connais pas Pas ça. vraiment dans cette idée-là. Mais il y a des scènes dans les cabanes de Port. Il est facilement trouvable sur YouTube d'ailleurs. Ouais, exactement. Contrairement. À Vanishing Point. Putain, j'ai galéré, j'ai même pas trouvé avec des sous-titres français, moi, Vanishing Point. Mais comme je suis bilingual, Ouais. aucun problème. Le film le plus causeur de la planète. Non, mais ouais, du coup, très facile à regarder sur YouTube et regardez-le avec des potes. Je pense que c'est quand même vachement mieux. Ouais. Bah ouais, voilà. Les recos autres. Ouais, alors, qu'est-ce que... Putain, j'avais plein d'idées intelligentes et j'ai tout oublié. Si, je vous parlais de Samuel, qui est sur Arte, une série c'est une vingtaine d'épisodes de 5 minutes, donc c'est très très court. Je dis ça, mais j'ai même pas regardé la moitié, mais faut que je continue. Mais c'est une série qui parle de Samuel, qui a, je sais plus, qui a 10 ans, quelque chose comme ça, 11 ans, et qui écrit son journal intime. Et cette série, ça va être un peu le journal intime de Samuel, tout en animation très simple, c'est vraiment du trait noir sur fond blanc. C'est vraiment le truc le plus simple du monde. Ça a été fait par une seule personne qui s'appelle Émilie Tronche. Et c'est un petit bijou, c'est un petit chef-d'œuvre de tendresse, de douceur. Donc c'est... Ouais, franchement, regardez, c'est vraiment très intimiste, très joli sur la vie d'un petit garçon. Donc, je sais pas, il va parler de la grande, je sais plus, la grande Julie qu'il aime beaucoup, du moment où il va à son anniversaire, il va parler des garçons qui l'embêtent. C'est des trucs très simples que tout le monde a vécu. Et du coup, il y a un truc un peu universel et très tendre. Et donc, ouais, regardez Samuel. Ah, Mais- c'est la fin du festival là? Mais ouais, Non. 25
Ok. Et je voulais juste parler d'un compte TikTok, parce qu'ici on est jeunes, qui s'appelle Natural Habitat, qui est un... Je pense qu'il doit être aussi sur Instagram, j'imagine, en shorts. Et qui sont des petits courts-métrages d'animation qui parlent d'animaux. Ils sont tout mignons. D'accord. Et c'est des animaux qui... en fait, chaque petit short est basé sur un fun fact sur des animaux. Genre, par exemple, on va parler d'une chauve-souris et du fait qu'elle fait une sorte de cri pour se écolocaliser. Et du coup, ils vont mettre en scène ça comme si c'est dans la vie de tout le monde. Genre, on voit une chauve-souris au supermarché, et pour trouver les cornflakes, elle va hurler dans le supermarché très fort. Et du coup, elle sait où elle est. Et c'est que des trucs comme ça où on met en décalage, du coup, des vrais faits sur des animaux, et comme si c'était dans la vie de tous les jours de notre vie à nous. Et c'est très très drôle et très mignon. Donc voilà, Natural Habitat sur TikTok. Okay. Le remix de Caris sur du Adèle Castillon. Ouais, c'est très cool. Voilà. J'avoue qu'il est très cool. Il est disponible sur Spotify, mais pour passer au... Écoutez de Stanley en boucle, logiquement, pour l'instant. Voilà. Petit trop court en plus. Non, bah voilà. Ah ouais? Non, moi j'aime bien. Et ben voilà, c'est tout pour toi. Ouais. Et ben c'est tout pour moi aussi. Et du coup, on vous recommande le son Ciné20. Exactement. Bon, je vais le mettre après là. Je vais le mettre là. Désolé Ferdi, cette fois-ci à la fin, ce sera pas ton son, mais ce sera ce merveilleux son que je vais mettre en entier. Voilà, bah à la prochaine. Bisous. Ciao. J'ai les vins, le contre le pinard et la peloche. Ils parlent de films comme des dieux. Je sais pas quoi aller voir au cinéma. Ils ne spoilent rien, tant mieux. Ils ont des goûts extra. Elle aime l'amour, l'autre les tripes qui dégoulinent. Leur amour commun et puf. Ils boivent, mais pas trop. Ils boivent, mais pas trop. Ils boivent, mais pas trop. Tous les 20 jours en théorie. 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 À la fin il parle chacun d'un film qu'il aime bien. Le fait découvrir à l'autre. Il ne parle que de films qu'ils aiment bien. De toute façon, que du love. Ça fait que c'est rempli de superlatifs. Mais comme le dit Patrick Sébastien, c'est que de l'amour et c'est bien, ça c'est vain.